Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir ce selon. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de l'enjeu de l'humour dans la société et dans l'économie. En effet, l'humour souvent perçu comme simple divertissement s'est imposé au fil du temps comme un outil stratégique dans divers domaines, y compris celui de l'économie. Des campagnes publicitaires au discours politique, en passant par le management des entreprises, l'humour joue un rôle croissant dans l'activité, la cohésion sociale et la communication économique. Cette émission nous propose un décryptage sur les enjeux et perspectives de l'humour dans l'économie moderne, entre capital symbolique, valeurs marchandes et valeurs de transformation sociale. Alors, pour animer cette émission, je ne suis pas seul. Je suis accompagné du docteur Moussadji. Bonjour. Bonjour, monsieur Ahmed Binyumba. Et c'est toujours un réel plaisir d'être sur le même plateau que vous. C'est nous qui sommes très contents de vous retrouver parce qu'il faut dire que vous avez été absent durant toutes ces semaines à cause de vos occupations pédagogiques. Vous avez été retenu pour le baccalauréat. Ça s'est bien passé? Non, ça s'est bien passé. Ah, d'accord. En face de vous, on n'a plus à le présenter, mais nous allons quand même le faire parce que c'est notre invité. C'est le président de l'humour du Gabon. J'ai cité par là, ou je nomme, ce n'est pas encore El Hadj, mais c'est Omar Defundou. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié d'être ici. C'est pas facile parce que vous êtes très occupé. C'est vrai. Déjà, durant toute cette émission, nous aurons le temps de décortiquer votre agenda, qui est très chargé. Très. Merci déjà de nous faire l'amitié. C'est moi. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. C'est partagé. Voilà. Alors, cette émission, elle est vraiment spéciale. Parce que d'autres émissions nous lancent après la présentation. Nous faisons passer un élément pour essayer d'apporter des éléments commentaires en plus. Mais là, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet parce que nous allons consacrer cette émission à votre activité. D'accord. Voilà. C'est vous qui allez faire cette émission. Je suis à vous. D'accord. Alors, docteur, depuis que le Gabon existe, jusqu'à maintenant, nous allons fêter nos 65 ans pour moi. C'est que je suis déjà devant. Moi, j'ai marché avant un an. Donc, 3 mois. À 3 mois, j'avais déjà... Sûr. À 3 mois, j'avais déjà posé les pas. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous retracer comme ça l'histoire de l'humour au Gabon? Parce que je vous vois beaucoup aussi avec des acteurs du domaine. Non, je crois que ça, c'est un mérite qui doit revenir à Omar lui-même, Omar Defundou lui-même. Soit dit en passant d'ailleurs que pour moi, c'est un grand honneur, un grand privilège que d'être devant un créateur des œuvres de l'esprit, notamment Monsieur Omar Defundou, qui incarne pour moi une part de l'histoire du théâtre et pourquoi pas de notre génie créateur. Nous avons eu en France les Guy Bedos et chaque pays a ses humoristes. Au Cameroun, il y a Jean-Michel Cancan. Et je crois qu'au Gabon, entre autres, j'ai pas besoin d'être péremptoire, je dis entre autres grands humoristes de ce pays, je crois que c'est Omar Defundou. Et pour moi, c'était un régal. Un grand régal parce que c'est un parcours éminent, mais aussi un homme qui, avec le temps, est devenu une vitrine de notre culture, bien sûr, par l'humour. Je crois que le Gabon, dans le cadre de l'humour, a eu beaucoup de figures, mais je pense qu'en ce moment-ci, peut-être qu'il serait mieux que vous posiez à Omar lui-même pour parler de lui, parce que c'est lui qui est la matière de l'émission. Et je crois que lui-même, par son histoire, est aussi une histoire d'autres humoristes qu'il a connus sur sa route, des humoristes qui sont toujours vivants. Et je crois qu'en parlant de lui, au fond, il va parler même de l'histoire aussi de l'humour, vu par lui, mais à travers son cheminement. C'est pour cela que, à tout seigneur, tout honneur. Tout honneur. Alors, Omar Defundou, Guy Gabouilly Godefroy, Oui. c'est le patronyme que les ancêtres gabonais vous ont donné. Je connais un peu ce nom parce que nous avons beaucoup échangé. Voilà. Alors,
est-ce que vous pouvez un peu nous retracer votre parcours? Parce que lorsque nous étions en train de préparer cette émission, il y a de cela 2 à 3 semaines, j'aurais appris dans les coulisses, hein, vous allez me dire si c'est vrai ou c'est faux, que nous sommes en train de rentrer dans la 30e année de votre activité humoristique. Oui. Ah, d'accord. Donc, vous comprenez que je suis vraiment bien informé. Alors, cher Omar, Def, Yes. est-ce que vous pouvez un peu nous retracer, nous ressasser votre histoire? Oui, déjà, pour revenir à l'histoire de l'humour en elle-même, qui a déjà été abordée par le grand frère ici, il faut dire que, au-delà de tout ce qu'il vient de dire à propos de moi, mais j'ai fait des choses exceptionnelles pour le pays, mais il y a des figures emblématiques de l'humour qui ont commencé très très longtemps avant nous, avant qu'on ne pense même à être dans le secteur. Je pense à Odimbo Soukou, que je n'ai pas connu. Daniel Odimbo Soukou. Oui. Je pense surtout à Decombel, qui est, je pense, à ma connaissance, le précurseur, le pionnier en matière de stand-up. Parce que l'humour a plusieurs formes. Et donc ensuite, il y a Maroko, Desoto, il y a Warwar na Warwar, ensuite il y a les Pendi, vieux Pendi, le plus beau des Bandiabi, tout ça, etc. Après, que nous saluons. Voilà, que je salue grand frère. J'ai cité Warwar na Warwar, c'est ça? Effectivement. On était même ensemble avant hier. Ah. Et donc, ensuite est arrivée notre vague avec Laurie Agogo, Dibakou, Palazzo, Vera. Ensuite, la nouvelle génération qui a suivi après nous. Il y a eu Sourire à côté. Plein de petits groupes qui sont nés après eux, qui ont mis au monde les Manitou, tout ça, etc. Et toute la nouvelle génération. Donc, c'est un peu ça l'histoire de l'humour gabonais. Alors là, vous savez, vous avez en face de vous un enseignant des lettres. Je suis sûr qu'au sortir de cette émission, comme je le sais, très productif avec son stylo, je suis sûr qu'il y aura 2 ou 3 articles, peut-être même un livre qui sortira de là. Omar, quelles sont vos relations aujourd'hui avec Dibakou? On entretient de très très bonnes relations. Peut-être c'est la profession qui nous a séparés, mais on est d'abord frères du Sud. Et puis on s'est découvert aussi vraiment des relations familiales très proches par nos clans, tout ça, etc. Et donc on continue à entretenir ça. Et on était ensemble il y a 2 semaines pour des projets à venir. On va parler surtout de mes 30 ans, la célébration de 30 ans de carrière, qui ne peut pas pas de l'événement, ne peut pas se célébrer sans Dibakou. Ah, oui, avec l'autre Nzebi qui avait sa barbichette. Vienzenge. À l'époque, il était très jeune. Lui, quand il est arrivé, c'était pratiquement les derniers arrivés avant la scission du groupe. Effectivement. Mais j'ai quand même une question. Qu'est-ce qui représente pour vous la figure de Decombel? Pour moi, je veux dire que c'est le papa du stand-up. Je ne veux pas parler de l'humour parce que beaucoup ont fait de l'humour certainement avant lui, que je n'ai pas connu. Quand je parle de Dimbo Soukou, je ne sais pas trop à quelle période il faisait, mais je pense qu'il était certainement avant Decombel. Mais en matière de stand-up, je pense que le précurseur, c'est Decombel. Donc il représente énormément pour moi, ce qui fait qu'en 2008, lorsque j'ai fait le Festival international de l'humour africain, je lui ai décerné un prix à titre posthume qui a été récupéré par sa fille. Et là, pour lui rendre encore un vibrant hommage, on va aborder la question du cabaret, le Temple du Rire. Il y a un salon qui est dédié à Decombel, qui va porter le nom de Decombel. C'est très intéressant parce que je pense qu'entre Daniel Onibosoukou et Decombel, ce sont 2 écoles différentes. Daniel Onibosoukou, c'est vraiment la culture pure, puisque c'est un des pères du théâtre gabonais. Voilà. Et ensuite, il a représenté le Gabon au Festival des Arts Nègres de Dakar. Et puis, soit dit en passant, il est le premier Gabonais à avoir ramené dans notre pays une femme japonaise. Bon, sa vie fut plus ou moins tragique parce qu'il est mort dans des conditions un peu difficiles à ne pas rappeler ici. Mais cependant, un grand hommage lui a été rendu parce qu'il y a une ruelle qui porte son nom.
Et je crois qu'autour d'eux, Daniel Onibosoku, ont oscillé tous les grands que nous connaissons, c'est-à-dire Dominique Douma, les Rosario, hein, il est Rosario Kielo, Rosario, oui, il fait le théâtre là. Donc ont oscillé beaucoup de grandes figures de notre théâtre actuel. Et je crois que si vraiment il est un de vos inspirateurs, c'est un grand honneur aussi. C'est surtout sa mémoire qu'on fait revivre, parce que je n'ai écouté aucun sketch de Decombel, malheureusement. Et je ne sais pas s'il y a des archives de ses œuvres. Ce serait bien pour vraiment... Il y en a sûrement à la radio. On espère. Omar Defunzu, vous êtes rentré dans l'humour, vous êtes devenu un grand humoriste gabonais, mais la question qui me vient, c'est que comme tout bon parent, les parents avaient une projection pour vous. Vous voyez dans un autre domaine. Oui. Bon, comment ça s'est passé avec les parents? Mais ça n'a pas toujours été difficile comme les jeunes de mon âge à cette époque, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de modèle de réussite sociale dans, on va dire, le secteur de l'humour. Et puis, je ne pense même pas que humoriste était une expression qui était déjà familière à nos parents. Et donc, ils voyaient ça d'un très mauvais œil. Alors, comédien. Voilà, comédien. Et puis, c'était même utilisé de manière péjorative, rigolo, tout ça, etc. Moi, je ne m'en suis pas toujours plaint lorsqu'on me traite de rigolo, parce que je connais la définition du mot rigolo. Donc, mais ça a été difficile, ça a été des relations très, très tendues avec mes parents. Donc, j'ai dû quitter le domicile familial à 19 ans pour me tracer mon chemin, parce que je tenais vraiment à cœur à ça. Et c'est bizarre, je ne savais pas quelles étaient les opportunités que je devais avoir là-dedans, mais j'étais guidé certainement par l'Éternel, qui avait prévu de moi être un messager du rire. Et donc, j'ai fait mon bon nombre de chemins jusqu'à ce que je sois arrivé. Mais comme tous les autres parents, ils voyaient qu'il fallait que je fasse l'école pour devenir fonctionnaire, avoir la retraite, tout ça, etc. Alors, docteur, lorsque vous essayez lorsqu'on entend Defunzu nous retracer sa vie dans le domaine humoristique, comédien aujourd'hui, grand humoriste, qu'est-ce que ça vous inspire, vous aussi? Oui, mais ça montre un point commun à tous les artistes, c'est que dans la plupart des cas, leur talent est souvent mal accueilli. Oui. Et ce sont des résistants, c'est-à-dire des gens qui savent écouter leur intuition, qui leur montre le chemin. Et c'est pas seulement au niveau de l'humour, même au niveau de la musique, même au niveau de la littérature. Souvent, l'art est mal perçu, hein, mais ceux qui en sont les détenteurs par la puissance de l'esprit finissent par s'imposer, et on y reconnaît leur valeur que lorsque les fruits sont mûrs, et que au-delà de la famille, toute une nation se retrouve. Mais non, en ce qui concerne encore Omar Defunzu, il y a aussi quelque chose qu'il faut reconnaître au niveau anthropologique. C'est que l'humour est très pour nous. L'humour est très pour nous. Dans la communauté, pour nous, l'humour détient une grande place. Si bien que quand 2, 3 pour nous se retrouvent, même dans les grandes cérémonies... Il y a toujours des éclats de rire. Voilà, il y a toujours des éclats de rire. Donc je crois qu'il a hérité d'un potentiel qui est lié à sa communauté, et qui aujourd'hui fait de lui un de ses grands représentants. Mais je sais aussi que l'humour était Sinzebi, il est aussi Teke, il est aussi Fond. Mais ici, je parle d'un point qui est lié, bien sûr, à sa personnalité, et il le reconnaît. Il reconnaît cela. Voilà, alors, Defunzu, j'ai écouté un de vos sketchs où vous êtes en train de salmodier les femmes pour nous lors des décès. Pas que les femmes pour nous. Non, je m'intéresse à cette catégorie, à cette ethnie, simplement parce que, étant du terroir, vous savez, je vais un peu... Qu'est-ce que les femmes pour nous vous ont dit après avoir écouté votre sketch? Est-ce qu'elles sont venues se plaindre? Il y a une anecdote. Le jour où mon père décède, le corps sort et on va à Mouila. Et donc, dès que j'arrive,
J'entends les femmes pour nous, Mengo, moi, Lilo, Mumba, des fous, que va moi, mais. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, les mamans, lorsqu'elles m'ont aperçu, elles m'ont vu rentrer, elles ont dit, non, on ne pleure plus, parce que sinon, il va aller encore interpréter comment on pleure. Mais il faut dire que c'est extraordinaire, comme Emmanuel le dit, ce qui se passe chez les Pounous à chaque moment, à chaque étape de la vie, que ce soit au décès comme à la mort, mais il y a un côté humoristique qui est mis, je pense, c'est pour soulager un peu les personnes, parce que quand vous voyez une femme, elle vient de perdre quelqu'un, elle est d'abord au maquis, elle rigole, dès qu'elle arrive, elle se souvient qu'il faut qu'elle pleure, tout ça, etc. Et tout ça là, c'est des scénarios, et moi ça m'a inspiré. Ça apporte un petit soulagement au moment où ça se déroule. Mais en gros, c'est un humour d'observation que j'ai mis en place parce qu'il y a comment les Téké pleurent, les Pounous pleurent, les Nzébi pleurent, les femmes pleurent. Et d'ailleurs, même chez les Pounous, il y a une rubrique qui est réservée aux petits-fils, hein, qui sont là, surtout lorsque c'est le grand-père qui vole vers l'autre univers. Il y a que ce soit le grand-père ou les petits-fils, ils viennent grand-mère. pour la grand-mère. C'est leur mari, c'est leur femme, et ils sont là pour détendre l'atmosphère afin que les passions s'apaisent et que l'on comprenne que l'événement qui est arrivé fait partie de la vie. Donc vous voyez déjà même dans la tradition pour nous, la place de l'humour pour essayer un peu de pouvoir supporter la tragédie de l'existence. Et je crois que c'est ça. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que ces femmes qui se plaignent parce qu'ils ont vu l'humoriste désormais officiel pendant le deuil. Là, il y a 2 temps. Il y a donc l'humour dans l'humour. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils font l'humour, mais des Funzu qui est... Donc, vous voyez que ça crée ce qu'on peut appeler une vraie ambiance. Et en réalité, c'est pour dire que Omar, au fond, a reconnu leur valeur et que leur façon de pleurer devient désormais tout un art. Et c'est un hommage aussi qu'il leur a rendu aux pleureuses gabonaises. Voilà. Omar, là, la régie, si elle est prête, elle va nous envoyer certains éléments. Hein. Nous rentrons là dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui. C'est votre agenda très chargé qui commence le 15 août, c'est ça? Alors, essayez un peu de nous parler de cette activité, cette grande activité. Parce que je considère qu'il y a 2 activités durant le mois d'août. Hein, et après, qui va s'étendre. Essayez un peu de me parler de la première activité. Nous allons nous focaliser sur la première activité qui part du 15 au 18, ou j'ai oublié les dates. Au 31 août, merci. Alors, donc il faut dire que c'est un rêve de 15 ans que je suis en train de réaliser. Parce que dans mon plan de carrière, je me suis dit à un certain niveau, si j'atteins un niveau dans ma carrière, il faut que je pense à industrialiser, sinon à créer une véritable industrie de l'humour. Parce que l'humour est en pleine expansion. Et donc, c'est des opportunités de travail, c'est des opportunités d'affaires, etc. Et donc, j'ouvre le Temple du Rire. C'est le premier cabaret 100% humour qui va être ouvert à Mboé. Il est basé à Mboé. Et dans ce Temple du Rire, il sera logé la première école de formation de métier de l'humour d'Afrique francophone. Et donc, c'est une expérience qu'on avait déjà entamée en 2020, mais qui a été stoppée par la Covid-19. On avait déjà des partenaires, on avait déjà des élèves, des apprenants. Nous étions en ouverture même. Voilà, donc. Mais il y a plusieurs issus déjà de la simple masterclass sur les fondamentaux de l'humour qui sont déjà sur le marché du spectacle. Et donc là, on veut aller jusqu'au bout du projet. Donc, c'est des programmes de 18 mois de formation où on prend 15 jeunes, garçons et filles. On voudrait bien avoir à partir du niveau 3e parce que l'humour, la base, c'est la rédaction. Et donc, on les prend pendant 18 mois. Et sur les 15, on a ouvert 5 places aux jeunes, sinon aux détenus en fin de peine, pour leur permettre une meilleure insertion sociale et professionnelle, tout ça, etc. Alors là, vous touchez un pan très important, c'est celui des droits de l'homme. Parce que, vous savez, c'est une catégorie de personnes souvent oubliées. Parce qu'on se dit ils sont dans des lieux de privation de liberté, donc ils n'ont plus rien à faire avec nous, on ne compte plus sur eux. Mais vous avez cette pensée ou ce penchant de vouloir récupérer ces derniers pour leur permettre de bénéficier de vos formations. La question que moi je veux savoir, est-ce que vous l'avez déjà proposé, vous l'avez déjà fait quelque part? Si oui, où? Et comment ça s'est passé? Parce que ici, vous savez que
c'est un peu compliqué. Oui, j'avais commencé à proposer ce projet ici en 2014. Je n'ai pas eu un écho favorable. Et comme je connaissais M. Roch Kaboré, l'ancien chef de l'État du Burkina Faso, depuis, on s'est connus à Avant qu'il l'époque ne où il soit était président de l'Assemblée l'Assemblée, nationale. effectivement. Donc il me faisait souvent venir là-bas, son épouse aussi, parce qu'il voudrait que je les aide à développer le côté humoristique chez eux. Et donc, c'est comme ça que je leur ai proposé le projet de formation des détenus en fin de peine. Et ça a porté ses fruits parce que beaucoup sont devenus populaires. Ils étaient encore en prison. Et donc, ça leur a facilité la réinsertion. Et pour la plupart, ils continuent et d'autres ne sont plus repartis dans le banditisme. Donc c'est une solution à la résorption du problème du chômage et surtout que ça touche des personnes qui sont rejetées. Ils ont commis des forfaits pour lesquels le plus souvent ils ont déjà payé leur peine, mais ils sont condamnés à nouveau par la société. Donc il faut leur donner une opportunité et l'humour c'est une opportunité sûre de pouvoir reconquérir la famille, la société et avoir son épanouissement. Alors, docteur, là, de Funzo nous parle d'une double condamnation que subissent certaines personnes. La première, c'est d'abord la condamnation pénale. Et lorsqu'on revient au sein de notre société, ces derniers sont encore victimes d'une autre condamnation. Au rejet. À travers le rejet. Quelles sont les solutions que vous, d'après vous, là j'interpelle le pédagogue que vous êtes, quelles sont les solutions aussi que vous pouvez apporter pour faciliter l'insertion de ces jeunes? Bon, je crois qu'ici, il faut dire que l'humoriste des Funzo, c'est un homme qui est à l'écoute du monde, qui est à l'écoute de la société, donc qui a vite compris que la question relevant des prisonniers et leur insertion dans la vie sociale, c'est une question qui relève, vous l'avez dit, des droits de l'homme, mais qui est cruciale parce que la société ne doit condamner, la société peut condamner, mais elle accorde toujours une marge à l'homme qui est capable de se refaire et de changer sa vie. Donc ici, il vient comme appuyer la politique de l'État et plus ou moins des grandes idées émergentes de notre temps qui consistent à donner de la place aux prisonniers. D'ailleurs, même dans la politique du gouvernement gabonais, vous allez le constater, quand arrive le baccalauréat, il y a des prisonniers qui ont eu leur bac. Effectivement. Qui viennent concourir avec les autres. Il y a eu un 100% dans une province. Voilà, donc des prisonniers. Et je crois que là aussi, c'est pour montrer qu'une autre fois, entre l'artiste et le politique, il y a désormais un point de conjonction en ce qui concerne cette catégorie sociale. Donc, je ne peux que dire chapeau à Omar Defunzo. Parce que l'art, c'est quoi? L'humour, c'est de l'art. L'humour est une sorte de catharsis, un moyen qui permet à l'homme de pouvoir dissoudre en lui ce qui est négatif vers un monde où il peut être utile aux autres. Donc, c'est aussi un métier. Donc, le métier d'humoriste est un métier qui a sa place, comme celui de mécanicien, comme celui d'ingénieur, comme celui de... Et ici, notre artiste apporte sa part. Et d'ailleurs, vous voyez ce qui est très sensible dans cela. Et je crois qu'on l'a déjà évoqué par rapport à la première question. Est-ce qu'on peut dire que Omar Defunzo n'a pas réussi? Oui, il a réussi. La preuve en est, c'est que, au-delà des frontières de son État, un ancien président de la République, Roch Kaboré, fait appel à lui. Donc, vous voyez bien que l'art brise les classes sociales et l'art, lorsque le talent est reconnu, vous permet de traiter avec les plus grands. Et c'est ça la relation d'Omar avec l'ancien président du Burkina Faso. Et je crois que ça sera assuré peut-être dans notre propre pays, puisque la mission n'est pas encore finie. Il y aura des révélations à faire. Alors, Omar Defunzo, nous constatons que dans vos affiches, nous avons vu je ne sais pas si c'est une masterclass, vous allez m'éclairer, parce que moi je suis un profane. Voilà. Nous avons vu des affiches où il y a une affiche qui m'intéresse, où il y a des femmes. Quel est le message que vous voulez encore nous transmettre à travers les femmes? Qu'elles aussi, elles ont une place dans l'humour? Ou bien vous pensez comme certaines personnes qui disent que la femme, sa place, c'est derrière à la cuisine? Bon, nous sommes aujourd'hui dans une société qui a beaucoup progressé, évolué. Et donc, ce spectacle, il y a
Les Dipandari, il faut dire que le nom du lancement qu'on a choisi, on peut le dire, déballer comme un festival de spectacle, c'est Dipandari. Dipanda, c'est pour un peu les anciens qui n'arrivaient pas à dire indépendance, ils disaient Dipanda. Donc, Oui, pour nous, bien sûr. Hein. C'est oui, très pour nous, pour nous. ouais, Hein. C'est très effectivement. pour nous. Pour nous. Ouais. C'est l'humour pour nous. Hein. Vous voyez que, le mot, même, Oui. vous voyez que commence que même le mot hein, indépendance. Oui, effectivement, parce reconfiguré. qu'on a commencé un peu dans un humour communautaire avec le Rire à Gogo, tout ça, etc. Et donc, il y a une succession de spectacles qui vont avoir lieu. Le premier à avoir lieu, c'est le 15. C'est le spectacle 100% testostérire. Donc, c'est des hommes avec des vannes très viriles. Nous allons nous produire le 15 août. Et le 16, ça va être le spectacle aux Reines du Rire. Dédié aux Reines du Rire, ce sont les femmes qui vont se produire. Ensuite, le 17, on va faire le bouillon de l'indépendance avec un mélange de femmes et des hommes. Et du 18 au 28 août, j'anime une masterclass sur les fondamentaux de l'humour. Cette masterclass est dédiée aux futurs apprenants de la Defunzo Comedy Academy qui va ouvrir ses portes le 15 septembre. Et donc, c'est pour préparer les jeunes qui veulent intégrer l'école à passer les auditions avec au moins les rudiments du stand-up. Et le spectacle de restitution qui va servir d'audition, ce sera le 29. Et le 30 août, on aura un spectacle qu'on a un peu associé aux événements qui se sont déroulés le 30 août 2023. Le Gabonais a vu ça comme la magie. Et pour rentrer en concordance avec ça, on va faire venir un humoriste magicien francophone qui va Ah, arriver. je me disais que c'était un général aussi ou un Lui, gendarme. lui, il est général dans son domaine. Voilà, donc le 31, on va boucler avec les spectacles de lancement du Temple du Rire, avec un grand spectacle qui va associer Dibakou Di Mamadou, le magicien et certains jeunes qui vont l'accompagner. Il faut dire qu'il y a un orchestre aussi qui va appuyer les prestations humoristiques parce que l'endroit même, le site qui abrite le Temple du Rire, a une histoire avec l'orchestre. Ça, c'est toujours du côté de Ambo, ouais. Ambo, ouais. Mais, Defunzo, vous êtes en train de nous parler du spectacle. Vous savez, bon, là, je me fais la voix des sans-voix. C'est combien l'entrée? Les tarifs pour le 15, Oui. le 16 et le 17, je pense que les entrées sont à 10 000 francs. Après, il y a les salons. Les salons, les tarifs vont être publiés. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Les tarifs vont être publiés dimanche au plus tard. Ils sauront combien vont coûter les salons. D'accord. Alors, docteur, vous êtes convié à ces masterclass, c'est ça, non? C'est un Dipandari. Dipandari. Voilà. Mais là, nous constatons que Defunzo est en train de nous mettre toute une économie du rire à travers le truc. La question qui me vient, est-ce que vous, avec votre programme que vous venez de décliner, est-ce que vous voulez nous faire savoir que le Gabon aussi peut devenir un centre humoristique en Afrique? L'objectif, c'est ça. Et pour ceux, beaucoup qui ne connaissent pas, j'ai aidé des gens à développer des projets humoristiques à l'étranger qui aujourd'hui sont des grands événements reconnus dans le monde francophone. Et donc cette expérience-là, et pour avoir partagé des scènes avec Jamel Debbouze, avec Maman, avec Gou Michel, avec Phil Darwin, avec Jérémy Ferrari, côtoyer les Malik Bentala, des grandes figures de l'humour, pour avoir fréquenté des Roman Fressinet qui sont aujourd'hui des perles montantes de l'humour français. Et donc, je connais un peu comment on procède à faire en sorte qu'un endroit devienne une capitale du rire. Parce que j'y ai contribué pour beaucoup dans certains événements étrangers. Et c'est ça l'objectif de ce projet. Bien, la question qui me vient, c'est de savoir, est-ce que vous êtes accompagné ou soutenu par l'État gabonais? Là, nous sommes en discussion. Et moi, je connais un peu mon pays. Souvent, les réactions tardent. Mais moi, je vais du principe que les premiers moyens qu'on doit avoir, c'est la compétence. Et la compétence, je l'ai. Dieu merci, avec cette compétence, j'ai déjà pu avoir certains partenaires privés. Là, il reste maintenant à
à créer un lien avec les institutions de notre pays, parce que il faut que l'État gabonais comprenne que la culture constitue un véritable levier pour l'État de notre pays. C'est l'économie, oui. Il y a une économie qui échappe à l'État, celle de la culture. Donc il est temps, déjà c'est un message fort que j'adresse aux autorités, en tête desquelles vous avez le président de la République, chef du gouvernement, monsieur le vous président. avez la caméra en face de vous. Nous attendons le statut de l'artiste, la prise des textes d'application, le bon fonctionnement du bureau de droit d'auteur, et ça va créer vraiment une véritable économie qui est aujourd'hui dans l'informel et qui échappe aux caisses de l'État. Donc il faut qu'on aille vers ça, la professionnalisation. Et donc, c'est pourquoi je vais sur la formation, parce qu'un humoriste qui est bien formé est un humoriste qui va durer dans le temps. Et les formations qui vont être données durant le parcours ne seront pas que des formations artistiques, parce que le constat que j'ai fait, c'est que les artistes qui échouent ou qui tuent leur carrière, c'est pas par manque de talent, mais c'est par manque de gestion, d'organisation, et à part les cours qu'ils verront sur les techniques d'écriture, les procédés humoristiques, ils verront le développement personnel qui est très important pour un homme de culture, ils verront la gestion des finances, ils verront le développement de carrière, ils verront la communication digitale, et ils verront, c'est des administrateurs de l'humour qui vont sortir, ils sont prêts à travailler pour la postérité. Alors, docteur, nous constatons que Omar Defounzou est en train de nous dire dorénavant, nous ne devons plus avoir n'importe quel genre d'artiste, mais nous devons avoir des véritables produits qui devraient se comporter sur un marché bien défini, c'est le marché de l'humour. Alors, à votre avis, vous qui êtes homme de science, comment est-ce que vous aussi, vous pouvez participer à l'amélioration de ces conditions? Bon, je crois qu'il faut saluer d'abord l'artiste Omar Defounzou. Il pose des questions de fond. Et voyez-vous que même dans son vocabulaire, il y a un lexique assez particulier. Il a parlé de l'économie de la culture. C'est très important. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à une ère où le gouvernement gabonais entend mettre en place des structures pour que la culture ne soit pas un département vide ou creux avec des petits moyens. Maintenant, on réfléchit comment est-ce que la culture peut être un levier du développement et qui peut apporter à l'État gabonais sa rente utile, comme le manganèse, comme tant d'autres produits. Alors je crois que je sors d'un festival du théâtre avec Dominique Douma. Je crois qu'il revient sur les mêmes questions, en ce sens que l'un des premiers points, la formation, rien que la formation. Si nous formons bien, nous aurons des grands artistes. Si nous formons bien, nos artistes auront des opportunités. Si nous formons bien, nos artistes seront connus et le Gabon va bénéficier d'une visibilité. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a entre le gouvernement et les artistes, que ce soit dans le théâtre et dans d'autres domaines, je crois qu'il y a ce qu'on peut appeler des séances, des grandes rencontres, des échanges, pour qu'on arrive à une politique culturelle qui va changer le visage de la culture pour que nous puissions passer, non pas de la culture mais à l'économie de la culture. Pourquoi? Parce que la culture est la seule richesse qui ne périt pas. C'est notre meilleur pétrole. Voilà. Omar Defounzou, lorsque vous parlez de la formation, quelque chose me vient en tête comme ça, ce sont les sorties de Michel Gou, qui vient souvent expliquer que lui, c'est vrai qu'il a connu aussi une enfance difficile, mais c'est grâce à ses formations dans le domaine et sa détermination qui ont fait aujourd'hui ce grand homme de culture de la Côte d'Ivoire, ambassadeur de la culture en Côte d'Ivoire, avec beaucoup, parce que nous avons vu la plupart des humoristes ou des grands acteurs ivoiriens ont été formés, bel et bien dans des écoles. Et il me semble que c'est votre souhait aussi, effectivement, de mettre ce genre d'établissement ici au Gabon, afin de faire bénéficier bon nombre des jeunes, et même pas seulement des jeunes. Il
Il y a aussi des papas qui voudront bien. L'humour n'a pas d'âge. L'humour n'a pas d'âge. Et ça, c'est un message que j'adresse aux familles. L'humour, c'est vraiment un secteur dans lequel vous pouvez envoyer vos enfants en toute confiance et sérénité. Je vous dis, par exemple, ceux qui ont fait les ateliers de 2020, Décodeur Mystique, ils tournent déjà sur le marché national. Il a fait plusieurs apparitions au Parlement du Rire déjà. Donc, il n'a vu que les fondamentaux. Alors là, on va partir jusqu'aux techniques avancées de l'humour. Donc, c'est dire que comment... Excusez-nous de Funzo, parce que là, vous êtes en train de répondre même à une des questions. C'était celle de savoir, parce que je vais vous relancer. C'est de savoir, est-ce que vous avez déjà des produits sur le marché? Parce que oui, des produits, il y en a plusieurs. Des produits, il y en a plusieurs. Vous pouvez les citer même en 2012, j'ai payé une formation sur les techniques d'écriture de textes comiques à l'école de One Man Show de Paris. J'ai fini la formation, je suis revenu, j'ai ouvert un labo. J'ai recruté une dizaine de jeunes, dont Yann Coco. D'Akem sont sortis. Il y a un qui évolue aujourd'hui en France. Il passe déjà même au Jamel Comedy Club. En 2013, j'ai été sollicité par le festival Toseka pour former des jeunes humoristes en Kinshasa dans un contexte assez difficile. À Kinshasa. Dans un contexte assez difficile parce que toutes les grandes figures de l'humour de la RDC ne parlaient qu'en lingala. Et donc, le gros défi, c'était d'imposer ces jeunes-là en parlant en français. Aujourd'hui, il y a des stars. Il y a un qui est devenu 2 fois prix Jeune Talent RFI. Et il y a 2 avec lesquels je me suis retrouvé sur la scène africaine du Marrakech du Rire à partager la scène. Donc, après, je suis reparti en 2016. Maître l'élève, là, vous avez eu la possibilité de l'évaluer au moins. Non, on n'était plus dans le cadre d'évaluation. Chacun se défendait à ce niveau. Oui. Donc, après, en 2016, je suis allé me former au procédé humoristique qui était animé par un des élèves de l'École nationale d'humour du Québec. C'était lors du Massa 2016. Ensuite, en 2018, je suis allé à Québec même, à l'École nationale de l'humour, où j'ai eu à passer un petit stage de formation. Et d'ailleurs, ils vont être les partenaires de la Funzo Comedy Academy. Et donc, nous enverrons des professeurs pour des évaluations ici. Et le programme de l'école, il y a chaque trimestre un professionnel qui arrive pour des masterclass d'évaluation. Et pour la première année, nous aurons Maman pour les techniques d'écriture de chronique. Nous avons Phil Darwin. Nous aurons Valérie Ndongo. Et l'année prochaine également, nous allons nous organiser. De Funzo, l'école là, combien ça va coûter? Parce que vous savez, nous au Gabon, on veut aussi avoir des prix. On a un problème. Oui, mais c'est une école. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ne voyons pas le prix. Moi, j'ai payé, je pense, 5 000 € pour faire ma formation à l'école de One Man Show de Paris. Ensuite, au Canada, je ne sais pas combien ça représente en dollars canadiens. Je n'ai pas fait la conversion. Mais ce que je gagne, c'est plus que... C'est-à-dire que le mois qui a suivi, quand je suis rentré, j'ai tout récupéré ce que j'ai gagné. Les formations vont être à 500 000 l'année, mais on a mis en place une politique de parrainage. C'est-à-dire que les familles vont supporter, ou l'apprenant va supporter 150 000, mais on est en train de discuter avec des partenaires qui vont supporter les 350 000. On est conscient que les gens n'ont pas forcément des moyens pour investir dans ce domaine. C'est pourquoi on les accompagne et je pense que durant toute l'existence de l'école, c'est comme ça qu'on va procéder. On va aider les familles et les apprenants à pouvoir faire leur scolarité. Mais de toutes les façons, la promesse, c'est qu'au bout de 3 mois, ils commencent à gagner leur premier cachet. Au bout de 6 mois, ils commencent à être dans les festivals internationaux. Et au bout de la première année, c'est des professionnels aguerris de la scène humoristique. Omar de Funzo, si moi, demain, j'aimerais bien me former aussi en humour, On a des programmes qui sont prévus pour l'année qui suit, pour des présentateurs, pour des hommes politiques, pour des chefs d'entreprise. L'humour aujourd'hui occupe et dans tous les secteurs. On a travaillé avec une société qui a bien voulu me faire confiance. Ils avaient des difficultés à gérer leur personnel et on a fait des séances de formation aux chefs d'entreprise d'abord eux-mêmes. Et lorsque j'ai fait l'analyse, je me suis rendu compte que le comportement des agents dépendait de l'attitude des dirigeants. Donc on a travaillé sur les dirigeants, ils ont changé leur manière de percevoir leurs employés et ça fait qu'aujourd'hui il y a une harmonie, les employés sont plus performants dans leurs activités. Donc il a réalisé ce que Molière disait, il a châtié les mœurs en riant. Ouais. Donc transformer les hommes
pour qu'ils deviennent plus efficaces. Justement. Et ça, c'est le rôle de l'humour. Donc, Mais oui, docteur, oui. d'après les propos de Mar Defonso, la question qui me vient, c'est de savoir comment est-ce que le tourisme peut profiter de... Bien. Je crois que, de tout ce que Omar est en au-delà train du de tourisme, je décrire. crois que lors du festival, j'ai eu à faire une intervention là-dessus. En réalité, lorsque nous voulons réaliser l'économie de la culture, la culture n'est pas un secteur isolé. Il faut que le gouvernement sache que lorsqu'on parle de la culture, c'est interministériel. Donc, pour aboutir à une bonne économie de la culture, il faut le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Communication et le ministère de l'Intérieur et Mais aussi même de des affaires étrangères et de l'Éducation. Donc, vous imaginez, Le ministère de l'Entrepreneuriat également. Voilà, c'est un tout. Et même le ministère de l'Économie. Et le ministère de l'Économie, c'est un tout. Donc, les gens ont une certaine vision étroite. Non. L'économie de la culture ne peut se faire que lorsque... Il y a une synergie interministérielle Voilà, à travers voilà. les artistes. Et que l'État gabonais arrive à un point, c'est-à-dire augmenter le budget de ces ministères-là. Oui, justement. C'est une affaire des moyens. Jack Lang a changé la politique de François Mitterrand, la politique française en matière de culture, parce que le président François Mitterrand a donné des moyens à Jack Lang. Si ce n'est pas un tout, je vais donner un exemple. Prenons par exemple le cas du ministère de l'Intérieur. Nous avons des artistes qui veulent venir au Gabon. Mais si par exemple ils ont des problèmes pour avoir le visa, c'est un problème. Vous avez des artistes qui veulent venir au Gabon. Mais il faudra bien que le tourisme offre des hôtels, c'est-à-dire que des lieux qui peuvent permettre à accueillir ces artistes pour que leur séjour soit agréable. Le ministère de la Communication, mais il y a des textes afférents. Si vous voulez que la culture se développe, il faut que dans le code de la communication, ce qui est bien écrit, il faut vulgariser la culture nationale. C'est bien dans le code de la communication. Donc c'est un tout. Et je crois que les autorités gabonaises, à ce niveau, je crois que sont en train de voir. Oui, ils sont en train de travailler. Mais, Omar Defonso, Oui. moi j'ai un petit souci, c'est celui de vos différentes prestations ici au Gabon. Parce que lorsque vous regardez chez les autres, plus précisément à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est toujours un endroit bien précis, connu de tous, c'est le palais de la culture. Mais ici au Gabon, nous avons quand même ce souci d'avoir un lieu mythique aussi pour permettre, vous, les artistes, faire vos prestations. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez voir avec le ministère de la Culture pour mettre en place cet espace dédié à cette rencontre culturelle, humoristique? Moi, j'ai eu la chance et, si je veux dire, l'honneur et le privilège d'être parmi les membres qui ont constitué la sous-commission Valeurs Patrimoine culturel. Et donc, lors du dialogue national, pendant la période de la transition. Voilà, pendant la période de la transition. Ça nous tombe, donc, ça tombe bien parce que vous allez essayer de nous donner si vraiment c'est. Il y a eu appliqué, plusieurs recommandations à ce sujet, des palais de culture, que ce soit à la capitale comme dans les autres provinces. Mais moi, je dis que c'est une démarche progressive qui doit se faire. Je pense que pour moi, ce que j'avais proposé, c'est que c'est déjà de réanimer le secteur culturel en mettant en place un fonds pour la production, un fonds pour la création, un fonds pour la production pour les producteurs d'événements, pour leur permettre de pouvoir créer des événements, un fonds à la création pour me permettre à moi, des Funzu, quand je vais faire mon one-man show, que je puisse solliciter ce fonds-là et me concentrer à ce que je sais faire. Et le producteur, je vais voir un producteur, je dis, bon, moi j'écris mon spectacle, je veux le jouer à tel endroit. Si je suis également producteur, je dis, bon, j'ai des moyens pour produire le spectacle, j'ai des moyens pour écrire mon spectacle, je me produis. Maintenant, à ce niveau, lorsqu'on aura redynamisé ça, mais bien entendu, les projets de construction peuvent déjà commencer. Je salue la reprise des travaux de la Cité de la démocratie. J'espère qu'elle va comprendre en son sein également une salle de spectacle comme c'était auparavant. Donc c'est déjà le souhait, c'est déjà ça. Mais aux artistes, je dis, n'attendons pas les infrastructures.
Fonctionnons comme les religieux le font. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vu à Paris. Il peut y avoir 500 spectacles par jour. Il y a plusieurs salles éparpillées dans Paris. Donc, ne voyons pas d'abord la grande salle. Commençons d'abord petit. Fidélisons notre public. Inculquons la culture du spectacle aux gens. Et lorsque le secteur sera redynamisé, peut-être c'est même pas l'État qui va construire ces salles de spectacle. Les salles de mariage, c'est pas l'État qui les a construites. Ce sont des opérateurs économiques qui se sont rendus compte du potentiel économique qu'il y a dans les célébrations de mariage et la carence de salles, et ça leur a permis de pouvoir construire ces salles. Et aujourd'hui, je voudrais saluer le petit Chambre à louer qui nous donne une leçon qui va dans le sens de ce que je dis. Personne ne pouvait imaginer que la salle de mariage du KRF pourrait abriter des spectacles. Mais ça fait 2 ans qu'il fait son spectacle là-bas et ça se passe très bien. Et il y a beaucoup de salles comme ça. Il y a le Como qui est en train de réouvrir. Il y a le Temple du Rire qui va ouvrir. Il y a le Palais de la Culture pour ceux qui pensent qu'ils peuvent le remplir. Donc, faisons déjà ça avec ça. Et il y a le ministère de la Culture qui a déjà une salle disponible au rez-de-chaussée et elle est en train de restaurer la salle de spectacle du haut. Donc faisons déjà ça, réanimons la scène du spectacle vivant et puis l'État va se rendre compte que il y a une économie qui nous échappe, il faut bien qu'on structure ça, qu'on organise ça pour que l'État aussi gagne sa part là-dedans. Donc allons-y stratégiquement, méthodiquement, je pense que c'est quelque chose de progressif. Mais Omar Defounzo, est-ce que vous avez des contacts quand même avec le jeune Chambre à louer? Oui. Avec d'autres humoristes tels que Manitou? J'ai des contacts avec toutes les générations de mon secteur. Aujourd'hui, tout le monde me considère comme le leader du secteur. Donc, j'ai le devoir de pouvoir discuter avec tous ces jeunes-là, comprendre leurs préoccupations et éventuellement proposer des pistes de solutions. Donc, c'est des jeunes, pour certains qui viennent me solliciter, j'ai tel projet, je vais faire ceci. Pour d'autres, bon, grand frère, donne-moi un petit coup de main à ce niveau. Je suis obligé d'être là parce que je deviens comme le père de l'humour. Ah ouais, parce qu'on vous connaît aussi très actif dans la production. Et généreux, hein. Et très généreux. On a besoin de ça. Alors, comment est-ce que vous avez perçu le petit one-man show, je peux le dire ainsi, ou le qualifier, de Manitou qui a fait venir ici Ramatoulaye, de la Côte d'Ivoire, comment il s'appelle, l'autre, au bras... J'oublie encore. C'est qui c'est lui? Je connais pas bien. Ah oui, d'accord. Le gars qui se prend pour... D'accord. Mais celui qui revient de France. Mais tous ces événements contribuent au rayonnement de l'humour. Il est important qu'on ait cette saison-là à ponctuer de plusieurs spectacles de tout genre. Et c'est ce qui est en train de se faire. Il y a la semaine du cinéma, il y a le festival Coup de théâtre, il y a le Dipanda Rire qui va se poursuivre, il y a Chambre à louer et ses locataires. Moi, j'avais eu cette discussion avec le Parlement du Rire lorsqu'on commençait. Ils ne connaissaient pas forcément d'autres humoristes ici et ils étaient craintifs. Et moi, je me battais pour qu'il y ait d'autres humoristes qui viennent parce que je disais à maman, il y a 2 choses qui vont se passer. Si je suis le seul à venir ici tout le temps, on ne va pas bien parler, on ne va pas forcément parler de l'humour gabonais au niveau où moi je le souhaite. 2, les gens vont penser que c'est moi qui empêche aux autres de venir ici. Donc il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et d'ailleurs, c'est ce qui avait motivé même qu'en 2013, je fasse des ateliers de formation aux humoristes qui voulaient aller au Parlement du Rire. J'ai fait venir même Digbeu et Gou à cette édition, je pense, oui. Parce que c'est Digbeu qui s'occupait du recrutement à l'époque des gens qui devaient passer au Parlement du Rire. Donc, j'ai dû m'investir pour que je ne sois pas le seul, parce que je veux qu'on parle du Gabon comme un pays de référence en matière de l'humour. Et je suis convaincu que seul, je ne pourrais pas atteindre cette mission. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont fait que je crée ce Temple du Rire et je remette en place le projet de l'école. Ça va créer un véritable vivier pour la redynamisation du secteur humoristique. Alors, Monsieur Omar Defounzo, essayez un peu de nous parler de votre... là, vous êtes en train de nous faire l'actualité de vos activités. Mais après le mois de septembre, c'est ça? C'est là où vous allez lancer l'ouverture de l'école. Les premiers cours vont commencer le 15 septembre et ça va être parti comme ça. Bon, alors... Mais le temple va continuer à fonctionner tous les vendredis, samedis et dimanches. Il y aura des prestations. De Funzo, il y a une casquette aussi une casquette de vous,
que vous ne voulez pas mettre en avant, c'est dans le cinéma. Parce qu'aujourd'hui... Et la musique aussi. Hein. Et la musique, ah oui, la musique. Mais moi, je reste d'abord dans le cinéma parce que aujourd'hui, il y a des gens qui ne... des non-gabonais qui ne vous connaissent qu'à travers la chaîne TV5. Oui. Et qu'aujourd'hui, vous avez des capsules, comme vous-même vous le dites, qui passent après avant le journal. Avant le journal. Donc, comment êtes-vous arrivé à signer ce partenariat avec TV5 pour qu'aujourd'hui vous soyez l'icône parce que là-bas vous êtes Magloire Kumba. Oui. Bon, avec déjà... avec une famille. Oui. Déjà votre épouse que je salue. Aïcha. Edith. Edith, salam alaikum. Sans oublier aussi vos Gladys, enfants, Junior, Hippolyte et Gladys. Ouais. Voilà. Donc il faut dire déjà que je veux aussi rappeler que toutes les activités que je mène rentrent dans le cadre de mon nouveau plan de carrière qui s'appelle Defunzu Puissance 3. Ah là. Voilà, qui réunit l'humour, la musique et le cinéma. Voilà. Donc, normalement, pour la célébration des 30 ans de carrière en décembre, chaque 2 semaines, je vais sortir une chanson, que ce soit ancienne comme nouvelle. Il y aura des capsules, des courts-métrages que je vais faire de 5 minutes qui seront diffusés sur mes réseaux sociaux. Et donc, pour revenir à la question de parents mode d'emploi, lorsque j'avais fait mon plan de carrière en 98, je me suis dit, au bout de 20 ans, il faut que je m'arrête un moment pour faire une pause. Mais quand je m'arrête, il faut que je trouve quelque chose qui va me permettre d'exister pendant ma pause. Et donc, jusqu'en 2015, je ne savais pas quel était le véritable produit qui devait me permettre de pouvoir exister pendant ma pause parce que je pensais à faire des formations dans le secteur du cinéma et de l'humour. Et donc en 2015, effectivement, j'ai eu une proposition de Samantha Bifo et Pierre Sicaldi qui faisaient le remake de Parents mode d'emploi. Ils sont venus me rencontrer, on a discuté. Et puis, ils m'ont dit, on n'a pas suffisamment de moyens pour produire, mais on veut produire. Et puis, je leur ai demandé comment ça devait se passer, c'est où ça devait être diffusé. Et quand ils m'ont parlé de TV5 Monde, j'ai dit, voici mon projet qui va me permettre d'exister lorsque je vais me reposer pour faire les formations. Et donc, c'est comme ça que nous sommes tombés d'accord. On a tourné, on est allé en Afrique du Sud pour vendre le projet. Il y a un festival, je ne sais pas si c'est un festival, mais c'est une rencontre annuelle des grands producteurs et des vendeurs de projets, le Discop. Et cette année-là, c'était en Afrique du Sud, donc nous sommes allés vendre le projet. Et ça a été racheté par une chaîne de distribution qui nous a permis de pouvoir diffuser sur TV5 et puis sur certaines chaînes africaines. Donc c'est comme ça que c'est procédé le casting. Mais ils avaient déjà apparemment testé plusieurs personnes qui n'ont pas accepté, pour d'autres qui n'ont pas répondu favorablement parce que c'est quand même les tournages, c'était de manière intensive parce que on tourne au moins 10 épisodes par jour. Il faut déjà avoir la mémoire pour retenir tous ces textes-là. Et lorsqu'il y a un problème de déco qui est posé, on te donne 15 minutes pour pouvoir étudier un autre texte pour remplacer celui-là. Donc, il fallait des personnes très réactives. Et beaucoup ont été testés aussi côté femmes, mais Edith a répondu avec brio à ce casting. C'est normal, c'est une grande pédagogue. Donc, oui. Alors, docteur, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur. Non, nullement. On a longuement discuté. Docteur, parce que j'ai vu dans les coulisses avant d'être sur le plateau, vous avez vraiment tenu à ce que Defunzu puisse nous expliquer son exploit à travers cette émission qui passe, cette capsule qui passe à TV5. Alors, vous, comment est-ce que vous percevez ça chaque soir? J'espère que vous êtes un abonné de TV5 à cause de ça. Bon, d'abord... TV5, n'oublions pas que fait partie de l'espace francophone. Et vous savez que dans le cadre de la francophonie, le Gabon a joué un grand rôle. Et on investit beaucoup dans les instances de la francophonie. Donc, quand j'ai vu cette capsule mettant en relief Omar Defunzu, devenu Kumba Magloire, alors c'était d'abord la fierté nationale. Parce que TV5, ce n'est pas rien.
Et puis 2, c'est la percée même de l'humour gabonais à l'échelle internationale. Et je vous assure, quel professionnalisme. Donc, je vous assure, monsieur Kumba, mes félicitations. Merci. Et puis toi, il y a une dimension sociologique. Cette capsule, par un mode d'emploi, nous montre la famille dans la modernité à travers un couple, en mouvement entre la bonne entente, les conflits, les ménages, les réconciliations, et les enfants qui, avec ce couple, vivent aussi leur propre mouvement à travers la tradition et la modernité. Ah oui, faut-il rejeter la tradition? Faut-il être totalement moderne? Et alors, il y a des situations qui se passent dans la famille Kumba qui sont extraordinaires. À un moment donné, le père est même fatigué de ses enfants, en ce sens que ils ne sont plus de leur époque. Et vous voyez que, en fait, tous les problèmes actuels sont dans cette capsule. Oui. Et moi, ça m'a rappelé une partie de mon enfance, parce que je suivais souvent une série américaine, Arnold et Willy. Ouais. Des enfants turbulents, mais avec des pères au gros cœur. Oui. Des enfants turbulents, mais qui savent aimer la famille. Des enfants turbulents, mais qui en fait nous montrent que nous grandissons parce que nous traversons des épreuves. Et les enfants d'aujourd'hui, si nous les tenons bien dans la famille, ce sont les meilleurs héritiers de l'avenir de nos familles, de nos pays et de l'humanité. Et je vous assure qu'un Gabonais ait cette palme-là, je dis, mais... Et je vous assure que j'en suis un fan. Je suis toujours cette capsule. Voilà, donc en fait moi ce qui m'intéresse c'est surtout ce choc de génération. Effectivement. Votre maman, Effectivement. Effectivement. et vos enfants. Oui. Ouais, elle prend même sa petite fille pour lui apprendre comment est-ce qu'il faudrait pleurer. Justement. C'est vraiment cette scène qui m'a intéressé. Et après, je me suis posé la question, est-ce que les jeunes filles de maintenant ont regardé cette partie? Oui, Parce que beaucoup ne partent plus au village. Non, mais peut-être qu'il faut toute une émission pour cette capsule-là. Parce que c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, Monsieur Omar Defunzu, Non. nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Il nous est difficile de vous laisser partir comme ça parce que je sais que votre agenda est très, très, très chargé. Vous êtes attendu quelque part. Mais est-ce qu'il y a une chose que nous n'avons pas pu aborder, que vous auriez bien voulu parler ici? Non, moi je pense qu'on a pratiquement touché à toutes les questions et toute l'actualité. C'est juste de rappeler que le Temple du Rire va ouvrir ses portes le 15 août. Venez massivement, inscrivez-vous. Mais surtout, je ne m'adresse pas seulement aux jeunes, je m'adresse à celui qui se sent une fibre humoristique, celui qui pense qu'à travers l'humour, en voyant des Funzu progresser, peut être également un futur des Funzu et même plus, un Jamel Debbouze. C'est ce genre d'humoriste que nous voulons fabriquer pour notre pays et surtout pour l'Afrique. Parce que nous devons avoir des humoristes africains capables de rivaliser de talent avec les humoristes américains, avec les humoristes francophones. Et la particularité de cette école, c'est qu'au bout de 6 mois de formation, les premiers 6 mois, on va commencer l'apprentissage de la langue anglaise. Parce que c'est un regret que j'ai toujours eu, moi, des Funzu, de ne pas conquérir ce marché, sachant combien de fois j'ai brillé sur le marché francophone, me voir sur le marché anglophone, qui est plus ouvert que le marché francophone, je pense que... Mais il n'est pas trop tard, parce que moi-même, je vais suivre ces cours-là, et je vais me rattraper du retard que j'ai accumulé. Donc, c'est vraiment... Non, je te dis que c'est... Il aime apprendre, hein. Non, moi, j'adore apprendre. Moi, déjà, je vais signaler, je suis un modèle atypique. Je me suis arrêté en 5e. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté l'école, j'ai décidé d'arrêter l'école en 5e. Et Ben, qu'est-ce que j'ai fait? vous étiez au lycée technique. J'étais au CTI, en mécanique auto. Mais les grands artistes, ou bien sont toujours des autodidactes. Justement. C'est comme ça. Mais c'est pour dire que rien n'est impossible dans la vie. Il suffit d'y croire, de se donner la volonté, les moyens de pouvoir réaliser nos rêves. Donc, l'école vous offre cette opportunité. Omar Defunzu, Oui. il y a quelque chose que j'aimerais bien voir avec vous, malgré le fait, mais en 2 minutes. Parce que
la dernière fois nous avons échangé, vous m'avez parlé des spectacles communautaires. Oui. Voilà. Comment est-ce que ça va se passer? Parce que nous avons au Gabon beaucoup de communautés. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Spectacle communautaire du rire, c'est des vieux projets également. Lorsque j'avais lancé le festival humoristique, le Festival international de l'humour africain, le FIA, en 2008, il se posait un problème quand je suis allé à Dakar, mais j'ai vu des humoristes performants comme Koutia, comme Saner, comme Père Boral. Ils brillent là-bas. Et quand je suis rentré au pays, je me suis renseigné. Ils disent, hé, Koutia, ça c'est vraiment un artiste, vraiment, il est très efficace, quoi. Donc, j'ai eu l'idée avec mon staff, j'ai dit, mais il faut qu'on crée un côté communautaire. Donc, faire venir ces humoristes-là pour leur communauté. Donc, on aura la communauté malienne, on aura la communauté République démocratique du Congo, on aura la communauté sénégalaise, puisque vous sénégalaise. avez déjà parlé, hein. On est déjà même en échange. Hein. On a commencé à discuter avec ceux du Sénégal, ceux du Mali, ceux du Burkina Faso et la communauté maghrébine aussi. Donc, ils ont une forte communauté ici, mais ils n'ont pas d'endroit où s'amuser sur le plan humoristique. Et donc, le Temple du Rire, peut-être que ce sera petit pour eux, mais grâce au Temple du Rire, on va organiser ces spectacles communautaires-là. Pour ceux qui ont une forte communauté, on prendra certainement le Palais des Sports. Pour ceux qui n'ont pas une grande communauté, on restera au Temple du Rire ou encore au cinéma Locomo qui est en train de rouvrir ses portes. Donc, c'est un programme vaste qui va créer vraiment de l'activité dans le secteur humoristique et culturel. Docteur, avant que De Funzu ne nous donne son mot de la fin, j'aimerais avoir le vôtre. Nous sommes en train de sortir de cette émission. Bon, mais il faut reconnaître que Omar De Fundu est en train de changer le cap de l'humour au Gabon. Il passe du spectacle à la formation. Donc, donner les moyens aux jeunes de faire de l'humour un métier. De Fundu a encore parlé de l'économie de la culture. Il faut que l'on donne des moyens au ministère de la Culture, au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de la Communication et du Tourisme, pour que l'économie de la culture soit un véritable vivier de développement. Et il a encore dit une chose, la démocratie en construction, il faut conserver la salle de théâtre érigée par Omar Bongo. Ça va être utile aux hommes de culture. Alors, M. Omar De Funzu, votre mot de la fin déjà? Merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de passer ici pour me permettre de mettre en lumière mes activités. Et donc, je souhaite bonne continuation à cette émission. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ne cessent de me soutenir avec un attachement indéfectible du début de ma carrière à ce jour. Il y a plusieurs choses qui se préparent. Restez câblés sur les antennes de cette merveilleuse chaîne de télévision, Nour TV, avec ce magnifique plateau qui donne un espace promotionnel aux acteurs culturels, politiques de notre pays. Donc vraiment, je souhaite longue vie aux présentateurs, aux chroniqueurs, je ne sais pas comment on les appelle ici, consultants, voilà. Oui. Et vraiment, j'invite aussi les artistes qui ont de l'actualité à pouvoir entrer en contact avec cette émission. Ça permettra aussi de mettre en lumière leurs activités. Effectivement. Merci Omar De Funzu. Merci Omar. Mesdames et messieurs, nous ne saurons conclure ou clore cette émission sans vous donner ma version des faits. Eh bien, ce n'est pas un procès, mais c'est déjà un plaisir pour nous de recevoir Omar De Funzu parce que c'était en train de bouillonner au fond des consultants que non, il faudrait que Omar De Funzu doit lancer la rubrique culturelle. Eh bien, nous l'avons réussi. Merci encore, M. Omar De Funzu. Alors, en guise de conclusion de cette émission, mesdames et messieurs, loin d'être anecdotique, l'humour s'affirme aujourd'hui comme un levier économique à part entière. Il influence les modes de consommation, les dynamiques d'entreprise et les stratégies de communication. Entre créativité, rentabilité et conscience sociale, il ouvre des perspectives nouvelles qu'il convient d'explorer avec sérieux, sans jamais perdre le sourire. Alors, c'est à travers cette dernière phrase, donc ce sourire que nous a procuré Omar De Funzu durant toute cette émission, c'est avec ce sourire que nous allons vous laisser avec des programmes de notre chaîne préférée, Nour TV. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bonne soirée. Merci.